Bienvenue à TRF Chronique, épisode 67. Robert Duval, rien que le nom, ça évoque une puissance tranquille, des figures d'autorité, une certaine image de l'Amérique, n'est-ce pas? Et pourtant, et si je vous disais que l'une des clés pour comprendre ce géant d'Hollywood se trouvait, pas du tout sur un plateau de tournage, mais sur les terrains de football boueux de l'Écosse. Ça semble fou, et pourtant. Aujourd'hui, on explore l'héritage d'un acteur dont l'intensité, mais aussi la subtilité ont vraiment marqué le cinéma. Mais pour vraiment saisir l'homme derrière les rôles, il faut faire un détour. On ne va pas commencer à Hollywood, non. On va commencer dans un monde complètement différent où une passion pour le ballon rond va nous révéler une facette totalement insoupçonnée de sa personnalité. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Comment une légende hollywoodienne, une vraie de vraie, a pu devenir une sorte d'idole, une coqueluche pour les supporters de football écossais. C'est une histoire assez incroyable. Alors voilà le contexte. En 99, il doit jouer un manager de foot un peu sur la paille. Pour se préparer, il n'a pas juste lu les scénarios dans sa chambre d'hôtel, pas du tout. Il a sillonné le pays, il est allé dans les stades, il s'est imprégné de l'atmosphère, il a observé les matchs depuis les tribunes. Et surtout, il a passé du temps dans les pubs à écouter les histoires des fans. Et le truc, c'est qu'il n'a pas juste joué un rôle. Il s'est littéralement fondu dans le décor. Il est devenu un habitué, un visage familier, il a gagné le respect et même l'affection sincère des joueurs et des supporters. Il était juste l'un d'entre eux. D'ailleurs, son partenaire à l'écran, qui n'est autre que la légende du foot écossais Ali McCoist, raconte que Duval s'asseyait avec les joueurs, les écoutait pendant des heures, les emmenait dîner. Il voulait tout comprendre, leur camaraderie, leurs blagues, leur jargon. Il était fasciné par cet esprit d'équipe. Et cette passion, elle était 100% authentique. Ça dépassait de loin les besoins du film. On l'a même vu sur les plateaux de la BBC comme consultant sportif. Imaginez, et le détail qui tue, la preuve ultime de son attachement, c'est qu'il a appelé son propre chien Jinky, en hommage à une immense star du foot écossais. C'est ce contraste qui est absolument génial. L'homme capable de s'émerveiller comme un gamin devant un footballeur et en même temps l'acteur qui a créé des personnages monumentaux à l'écran. C'est là, dans ce grand écart, que réside une bonne partie de son génie. Être à la fois si ordinaire et en même temps tellement plus grand que nature. Allez, maintenant, voyons comment cette facette plus terre-à-terre de sa personnalité jette une lumière nouvelle sur sa carrière monumentale. Une carrière marquée par deux rôles iconiques, mais alors radicalement opposés, qu'il a joué pour Francis Ford Coppola. Et là, on a le grand écart absolu. D'un côté, Tom Hagen, le concilière du parrain. Un homme de l'ombre, tout en contrôle, dont la puissance réside dans le silence, le calcul. Et de l'autre, le lieutenant-colonel Kilgore dans Apocalypse Now, un personnage flamboyant, presque mythologique, qui adore l'odeur du napalm au petit matin. C'est la glace et le feu. La raison la plus froide face à la folie la plus pure. En Kilgore, il est juste inoubliable. Il déclame ses monologues de folie avec une conviction si totale, si absolue, qu'ils sont entrés direct dans la légende du cinéma. Il a réussi à transformer un monstre en une espèce d'icône pop, c'est incroyable. Et pourtant, dans la peau de Hagen, sa performance est une pure leçon de menace subtile. Il est le cerveau silencieux, l'architecte de l'acte de violence le plus macabre de toute la saga, et tout ça sans jamais hausser la voix. Il est ce calme terrifiant qui précède une tempête absolument dévastatrice. Alors la question se pose, comment un même acteur peut-il incarner à la fois un calme aussi glacial et une intensité aussi terrifiante? Eh bien c'est précisément là que réside sa marque de fabrique, cette dualité qui le rendait si unique. C'est vrai que pendant une bonne partie de sa carrière, il a semblé comme figé dans la force de l'âge, une sorte de force éternelle. Il avait ce visage qui aurait pu être celui d'un empereur romain ou d'un général américain 3 étoiles. Il dégageait une autorité naturelle, c'est indéniable. D'ailleurs, un critique a trouvé une formule qui lui colle parfaitement à la peau, un taureau de pure virilité américaine. Et c'est très juste, ça souligne bien la passion brute, l'énergie et la conviction inébranlable qu'il mettait dans chacune de ses performances, même les plus calmes en apparence. Et cette puissance intimidante, on la retrouve à son paroxysme dans un film comme The Great Santini. Il y joue un officier des marines tellement autoritaire, tellement dur, qu'il terrorise sa propre famille. Il transforme littéralement son foyer en champ de bataille. C'est un rôle glaçant. Mais attention, réduire Duval à cette façade d'intensité et de virilité serait une énorme erreur. Parce que derrière ça, il y avait aussi une profonde sensibilité, une tendresse et une vulnérabilité qu'il a su explorer avec une finesse assez remarquable, en déjouant toutes les attentes. Et la preuve, c'est son Oscar. Il l'a remporté pour Tender Mercies, un film où il livre une performance tout en douceur. Il y joue un chanteur de country sur le déclin qui cherche une seconde chance. C'est une rupture totale avec ses rôles de dur. Il y a même révélé une voix magnifique, pleine de mélancolie, prouvant qu'il pouvait briser le cœur sans jamais élever la sienne. Mais son œuvre la plus personnelle, son vrai bébé, c'est sans aucun doute The Apostle. C'est un projet passion qu'il a porté à bout de bras pendant des années. Il a tout fait, scénariste, réalisateur, acteur principal, pour raconter une histoire de foi et de rédemption au cœur de l'Amérique profonde.
Le film nous raconte le parcours d'un prédicateur, un homme charismatique mais plein de failles, qui, après avoir commis un acte terrible, prend la fuite pour tout recommencer. Il ne cherche pas l'absolution, non, il l'a construit de ses propres mains, trouvant le salut par la seule force de sa foi et de sa volonté. C'est un film puissant sur la faillibilité humaine et la quête de grâce. Alors, de sa toute première apparition à l'écran jusqu'à ses derniers rôles, la carrière de Duvall, c'est un véritable marathon d'excellence. C'est un témoignage incroyable de longévité et de constance, toujours au plus haut niveau. Imaginez, plus de 6 décennies de carrière. Son travail a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma. De ses débuts très discrets dans des classiques intemporels, jusqu'à ses rôles les plus acclamés, les plus complexes, les plus inoubliables. Un critique l'a résumé de façon magnifique. Il a dit « Duvall a toujours eu de la puissance. Et avec son départ, c'est un peu de cette puissance qui a quitté le cinéma pour de bon. » C'est une très belle façon de voir les choses. Au final, ça nous laisse avec une question essentielle. Parmi toutes ces figures si complexes, si blessées, si puissantes qu'il a incarnées, du conciliaire silencieux au prédicateur enflammé, laquelle restera à jamais gravée dans nos mémoires? Laquelle finalement définira son immense héritage?